La laïcité, c'est à la fois une sensibilité, une culture, des pratiques. C'est une histoire sociale, culturelle, politique et même urbaine. Elle s'inscrit dans un long mouvement de sécularisation de la société française, un mouvement finalement de retrait progressif du religieux et d'un retour et d'une consécration de l'individu conscient et porteur d'une histoire sociale, émancipatrice et politique. Alors bien sûr, ce grand moment qui va marquer cette histoire, c'est l'avènement de la Révolution. 1789, je pense qu'il est essentiel de le rappeler, c'est une rupture fondamentale, une rupture politique, qui consacre l'abolition des privilèges, l'abolition d'une société d'ancien régime divisée en 3 ordres, rappelons-le, le clergé, la noblesse et un tiers état où prédomine une France paysanne qui a été bien sûr acculturée, imprégnée d'une religion hégémonique qu'était le catholicisme. La Révolution, elle marque la fin d'une histoire qui a longtemps associé la France à une religion d'État. Et lorsque notamment est adoptée cette grande loi de 1905 de séparation des églises et de l'État, nous sommes dans un moment de consécration d'un héritage. Sur la question de l'histoire de la laïcité, on a plutôt tendance à la considérer à travers le seul prisme de l'opposition avec le catholicisme. Si on voit la grande partie des travaux historiques qui ont été produits sur l'histoire de la loi de 1905, on pense essentiellement à l'Église catholique. Dans une moindre mesure au protestantisme, au judaïsme, alors l'islam est complètement gommé de ce point de vue-là, puisque dans le récit historique dominant aujourd'hui, c'est la religion des immigrés, de ceux qui se sont installés dans les années 60 et 70, et ils ne sont absolument pas concernés puisque ce sont les derniers arrivés, donc la loi 1905, ça n'est pas tout à fait leur histoire. L'histoire montre le contraire, c'est-à-dire qu'ils sont présents dès le départ. Ils sont non seulement présents dès le départ, certes sur les territoires coloniaux, essentiellement l'Algérie, mais y compris en métropole. La question de laïcité se pose très tôt, mais le récit historique dominant a complètement gommé cette présence. Que ce soit la présence coloniale des musulmans dans l'histoire de la loi de 1905, mais y compris en métropole, où elle existait déjà durant la première moitié du XXe siècle. Donc l'idée, c'est plutôt de développer un récit qui soit davantage pluraliste. C'est-à-dire que le fait d'intégrer l'islam dès l'origine de la loi, dès son application, et le fait même de montrer qu'un certain nombre de musulmans se sont fait en quelque sorte les champions de son application intégrale, dès les années 30, ça permet d'intégrer davantage les populations issues de l'immigration aujourd'hui dans cette histoire de la laïcité, alors que les débats médiatiques aujourd'hui ont plutôt tendance à en faire des populations qui sont à la marge des questions laïques. Dans une de ces planètes qui tournent autour de l'étoile nommée Sirius, il y avait un jeune homme de beaucoup d'esprit que j'ai eu l'honneur de connaître dans le dernier voyage qu'il fit sur notre petite fourmilière. Il s'appelait Micromégas. Vers les 450 ans, au sortir de l'enfance, il disséqua beaucoup de ces petits insectes qui n'ont pas 100 pieds de diamètre et qui se dérobent aux microscopes ordinaires. Il en composa un livre fort curieux, mais qui lui fit quelques affaires. Le moufti de son pays, grand vétillard et fort ignorant, trouva dans son livre des propositions suspectes, malsonnantes, téméraires, hérétiques, sentant l'hérésie, et le poursuivit vivement. Il s'agissait de savoir si la forme substantielle des puces de Sirius était de même nature que celle des colimaçons. Micromégas se défendit avec esprit. Il mit les femmes de son côté. Le procès dura 220 ans. Enfin, le moufti fit condamner le livre par des jurisconsultes qui ne l'avaient pas lu, et l'auteur eut ordre de ne paraître à la cour de 800 années.
des penseurs ont contribué à mettre sur le devant de la scène de nouvelles idées de progrès social, de bonheur, de cosmopolitisme, qui ont mis en lumière l'importance de droits fondamentaux accordés au plus grand nombre et non plus uniquement à cette France des élites. Et ces lumières, bien sûr, elles vont donner lieu à ce grand moment de la Révolution. Cette révolution qui est fondamentale parce qu'elle marque et constitutionnalise des libertés formelles et individuelles, des libertés qui sont consacrées par une déclaration, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui consacre ces libertés et dont l'article 10 proclame « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses ». Alors bien sûr, la Troisième République, qui est davantage mon champ de compétences et de recherche, elle s'inscrit dans cet héritage politique de la Révolution. Elle prolonge des acquis de la Révolution. J'en vois au moins deux lorsqu'on s'intéresse au champ de l'histoire du service public. L'état civil qui, avec la Révolution française, est transféré en 1792 aux communes. Donc on assiste déjà à un premier moment de laïcisation de l'état civil. L'état civil, c'est la reconnaissance par l'institution, et une reconnaissance qui s'impose à tous et qui ne passe plus par la domination de l'Église catholique. Et vous avez également au même moment la laïcisation de la bienfaisance, qui devient une bienfaisance municipale, qui remplace toute cette tradition des œuvres charitables privées, qui va incontestablement renforcer le pouvoir communal. Un pouvoir communal qui, rappelons-le, marque l'histoire de nos institutions, mais qui est lui-même héritier de cette histoire des paroisses. L'histoire de la France des communes est une histoire aussi de laïcisation de ce découpage politique, administratif et religieux que représentaient les paroisses. La Révolution française, c'est Bobéro qui le dit, mais je pense que c'est extrêmement juste, c'est le premier stade de la laïcité, de la laïcisation. Le mariage devait passer par la mairie avant le mariage religieux. Ce fait que l'état civil ait été laïcisé au moment de la Révolution française est extrêmement important. Les protestants avaient eu accès à l'état civil un peu avant la Révolution. En 1787, le roi avait dit que les protestants pouvaient être inclus dans l'état civil, alors qu'avant ils ne l'étaient pas. Et donc ils n'étaient pas sur les registres d'état civil qui étaient tenus par les curés. Donc en 1787, ils ont le droit d'être dans l'état civil et ils obtiennent les droits identiques à exercer leur religion, la liberté de croyance, qui est aussi dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il faut citer le discours du 23 décembre 1789 du député Stanislas de Clermont-Tonnerre, député de la noblesse de Paris, en faveur de l'émancipation des Juifs, dans lequel il déclare « Il faut tout refuser aux Juifs comme nation et accorder tout aux Juifs comme individus. Il faut qu'ils ne fassent dans l'État ni un corps politique ni un ordre. Il faut qu'ils soient individuellement citoyens. » Cette déclaration est suivie par un décret, en particulier soutenu par l'abbé Grégoire, le décret du 27 septembre 1791, qui fait des Juifs des citoyens français. La Révolution française avait commencé pour des raisons financières et économiques, prendre les biens du clergé et les vendre, les propriétés du clergé, pour faire des assignats. On a demandé aux curés de signer ce qu'on appelait la constitution civile, donc de signer une allégeance, on peut dire, à la Constitution. Et donc là, la religion catholique s'est séparée, qui était la religion de la très grande majorité des Français, s'est divisée. Une partie des femmes sont devenues hostiles à la Révolution parce qu'elles soutenaient leur curé. Donc il y a eu une division entre le mouvement anticlérical de la Révolution française, qui était très fort, y compris soutenu par des femmes. Il y a des gravures où on voit les femmes en train de fouetter des nonnes à Paris, par exemple, et puis les femmes qui soutenaient leur curé.
Et donc il y a une scission très profonde à ce moment-là. Et du point de vue de l'État, ça a été ce premier stade de laïcité avec l'état civil et puis le divorce. Le divorce, et ça c'est fondamental pour l'histoire des femmes, parce que c'est la première fois dans l'histoire que le divorce donc a été établi, et le divorce avec responsabilité mutuelle. C'est-à-dire que ce divorce de 1792, on ne l'a retrouvé qu'en 1975. C'est-à-dire que même si on fait le divorce, on peut dire supprimé par Bonaparte et complètement en 1816, et puis remis par Naquet en 1884 avec la Troisième République, mais en fait remis pas du tout avec une possibilité qui est responsabilité partagée du mari et de la femme. Et c'est seulement en 1975 qu'on a retrouvé le divorce, si je peux dire, de 1792. Donc c'était une législation tout à fait d'avant-garde, on peut dire. Le mariage, le divorce, les écoles qui étaient laïcisées. Donc ça aussi, c'est fondamental. Donc c'est vraiment ce premier stade. On est très vite revenu en arrière, sous Bonaparte puis Napoléon Ier, avec le Code civil de 1804. La question de la laïcité est aussi mise en cause sous Bonaparte puis Napoléon Ier, avec l'établissement d'un concordat. C'était l'idée de mettre de la distance, on peut dire, entre l'Église et le pouvoir politique, et de favoriser ce qu'on appelait avant le gallicanisme, c'est-à-dire la direction, on peut dire, de l'Église par l'État français. Et ce concordat est extrêmement important parce qu'il est en même temps que l'organisation des autres religions, donc le protestantisme, et il y a les juifs, où là il y a toute une politique en faveur des juifs, en faveur et pour organiser, on peut dire, la religion juive, qui pour la départir de ce qu'elle était une nation juive, pour que les juifs entrent dans la nation française. Et c'est Napoléon met en place un consistoire pour organiser la religion juive, qui ne serait pas une religion où les gens seraient fermés sur eux-mêmes et constituant une nation. Et donc c'est cette intégration des juifs dans la nation qui est faite au niveau de l'État, mais qui est faite pour donc trois religions, la religion catholique, la religion protestante et la religion juive, et concordat qui est appliqué encore en Alsace-Moselle, parce que au moment où il y a eu la loi de 1905, l'Alsace-Moselle était allemande, et donc c'est encore ce statut-là qui est dans les écoles, donc où il y a une éducation religieuse dans les écoles élémentaires, mais sans la religion musulmane, qui évidemment en 1901 n'avait pas de présence officielle, et alors que donc en 1905 l'Algérie était là, il y avait quand même qui était à majorité, on peut dire, musulmane, ce qui fait que si on fait un saut dans le temps, au moment des affaires de foulard qu'il y a eu dans l'école à partir de 1989, dans les écoles, collèges, lycées, c'est en Alsace qu'il y a eu le plus de problèmes, de cas, parce que la religion musulmane n'était pas reconnue du fait du concordat, et aussi donc du fait de la présence d'une communauté, une communauté turque importante dans le sud de l'Alsace. Donc voilà comment cette histoire de concordat est aussi encore opérante aujourd'hui, plus de 2 siècles plus tard. Alors on peut considérer que l'islam effectivement devient la seconde religion de France dans la mesure où en 1830, au moment de la conquête de l'Algérie, dans son article 5, cette convention de capitulation indique que le gouvernement français, étant donné qu'il a annexé un certain nombre de fondations pieuses en Algérie, alors les fondations pieuses,
ce sont des terres, des immeubles, des mosquées, etc., qui, au moment de la conquête, tombent dans le domaine public. Voilà. Et en échange, dans cet article 5, il est mentionné que le gouvernement français allait prendre en charge le financement et l'entretien du culte musulman. Donc c'est la première fois que c'est formulé, le 5 juillet 1830, dans cette convention de capitulation. Le culte musulman est désormais administré par l'État français et il va l'être pendant toute la période coloniale, et ce malgré les vicissitudes et l'adoption de lois qui auraient pu contraindre à une certaine neutralité. Cette nouvelle religion, ce qui peut paraître paradoxal, elle va s'insérer dans le système administratif français progressivement, au fur et à mesure où le territoire devient administré de façon civile. Le culte musulman devient quasiment un culte reconnu, au même titre que les cultes concordataires, que ce soit le catholicisme, le protestantisme ou le judaïsme. Sur la période qui va jusqu'à la fin du XIXe siècle et jusqu'à l'adoption de la loi de 1905, progressivement se met en place une organisation religieuse qui s'assimile effectivement au concordat. D'ailleurs, dans les archives, on peut trouver l'expression de concordat musulman. On a retrouvé cette expression-là, qui signifie bien que l'État prend en charge à la fois les lieux de culte, la nomination des ministres du culte, des imams, des mouftis, l'organisation des fêtes religieuses, que ce soit à l'échelle algérienne, mais aussi dans le cadre par exemple du pèlerinage à la Mecque. Le pèlerinage à la Mecque est pris en charge par l'État français, si bien que la religion devient strictement encadrée et devient une religion en quelque sorte officielle. L'un des meilleurs exemples, c'est la publication en 1900, un personnage très important qui s'appelle Edmond Douté, c'est à l'occasion de l'exposition universelle, publie un livre qui s'intitule L'islam algérien. Alors, l'islam algérien, il faut veiller à ne pas développer d'anachronisme, c'est l'islam français d'Algérie. On a créé en fait une nouvelle forme de religion que l'administration, alors selon les documents, on va parler donc d'islam algérien ou d'islam officiel. On retrouve cette expression dans les archives françaises de cette période. La prise en charge du culte musulman par l'État, elle n'est pas qu'une question purement administrative ou liée à des lieux de culte. On prend en charge la formation du personnel religieux. Et ce qui est très intéressant à relever, c'est qu'il y a une espèce de succession d'États, c'est-à-dire qu'en fait on reprend même les catégories de clercs, de ministres du culte, telles qu'elles existaient à la période ottomane. La France reprend la catégorisation, sans entrer dans le détail, en reprenant donc le moufti, qui est le grade le plus élevé de la cléricature musulmane, avec les imams. On parle même de personnel secondaire religieux, c'est-à-dire ceux qui vont s'occuper de l'entretien des mosquées, des cimetières, etc. Autant de positions et de figures qui existaient avant la conquête du territoire par la France. On va même jusqu'à créer des institutions. En 1850, par exemple, on crée ce qu'on appelle des médersas, ce sont des médersas officiels, qui sont chargés, on en avait une à Tlemcen par exemple, qui sont chargés de former le personnel religieux, et y compris le personnel religieux au sens large du terme, c'est-à-dire que ça englobe également les juges de droit musulman. Alors, ces médersas ont été assez peu travaillés par les historiens, pour une raison très simple, c'est qu'en fait on retrouve assez peu de choses dans les archives. Les ministres du culte qui la fréquentaient étaient souvent issus de familles de notables. Parfois on passait même par ces médersas de père en fils. Il y a un exemple très précis qui est très documenté d'ailleurs d'un point de vue historiographique, c'est la famille Ibn Zekri, dont le père d'ailleurs a produit un texte en 1900 qui légitime l'action de l'État français et l'administration de l'islam par la France, alors qu'il occupe donc le grade de moufti. Son fils a joué un rôle très important durant le régime de Vichy. Lui aussi est passé par cette médersa officielle d'Alger. Il a occupé le titre de moufti et il a même été nommé conseiller national sous le régime de Vichy. Donc c'est toute une cléricature qui finalement en vient à légitimer le fait que l'islam peut être administré par un pouvoir et un État non musulman, en l'occurrence en Algérie. Le 4 septembre 1870, à la nouvelle du désastre de Sedan, le peuple de Paris proclame la déchéance de Napoléon III. La commune dure 2 mois.
la répression est impitoyable. Adolphe Thiers est président de la République. L'ordre moral paraît régner sur la France. L'influence républicaine ne cesse cependant de s'étendre dans le pays. Et la Troisième République naît légalement en 1875. Le 30 janvier 1879, la présidence de la République revient à un républicain, Jules Grévy. Cette Troisième République, elle est bien sûr associée à un modèle qui se veut universaliste, qui s'appuie donc sur cet héritage de 1789, un modèle qui devient aussi une expérience autoritaire, la Troisième République qui va contribuer à cette œuvre civilisatrice que l'on va appeler le colonialisme, l'Empire. Mais c'est aussi un moment, cette Troisième République, de consécration des libertés individuelles et des libertés collectives. Toute une série de lois sont associées à ce moment de la Troisième République, à ce tournant des années 1870-1880, avec bien sûr les libertés de la presse et la liberté de réunion de 1881, les libertés collectives qu'incarnent les libertés syndicales de 1884 et également les libertés municipales de 1884 également, qui marquent en quelque sorte ce premier grand moment de la décentralisation, donc des libertés municipales, consacrées par cette Troisième République. Et bien sûr, liberté individuelle, liberté collective sont associées à un nouveau mouvement de laïcisation de la société, donc un nouveau mouvement politique qui est marqué par cette volonté de séparer le religieux de la vie publique, et qui va être traduit en actes, en loi, avec d'abord en 1881 la laïcisation des cimetières. Les cimetières deviennent propriété municipale et non plus ecclésiastique. En 1887, la Troisième République consacre également la liberté des funérailles, la liberté d'être enterré, inhumé, en dehors du champ religieux ou échappant en quelque sorte au champ religieux. L'Algérie, c'est 3 départements. Donc normalement, toutes les lois importantes qui sont appliquées en France métropolitaine doivent l'être de façon identique en Algérie. Dans les faits, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire que les textes donnaient le pouvoir d'aménager, d'amender les lois métropolitaines. Certaines d'entre elles n'ont pas été appliquées en Algérie. Et il y en a une qui est extrêmement importante pour la France métropolitaine, c'est la loi sur la neutralité des cimetières. La loi sur la neutralité des cimetières de 1881, il se traduit en France par exemple par la destruction de toutes les séparations, c'est-à-dire que les enceintes des cimetières et les allées sont neutres. Les seules traces de signes religieux, on les autorise uniquement sur les tombes en fait. Ça, c'est pour résumer la loi de 1881. Cette loi de 1881, elle n'est pas appliquée en Algérie. Elle n'est pas appliquée en Algérie, la gestion des morts se fait par communauté. On n'enterre pas les morts en Algérie de façon commune comme on peut le trouver par exemple en métropole. Ça donne lieu à des conflits. J'ai retrouvé dans les archives surtout des conflits qui remontaient au ministère de l'Intérieur et le Conseil d'État a été consulté au début des années 20 sur des refus d'inhumation qui ont été décidés au sein de la communauté juive. Et donc le ministre de l'Intérieur dit bon, mais oui, mais à qui appartiennent, il y a un tel flou sur le droit, à qui appartiennent les cimetières juifs pour qu'il y ait des refus d'inhumation. Ça remonte jusqu'au ministère de l'Intérieur et le Conseil d'État se rend compte que la quasi-totalité en fait des lois sur la question de la laïcité funéraire, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, ne s'applique pas en Algérie. Donc c'est pour ça que on touche sur la question de la mort à une question qui est éminemment religieuse et qui fait que on ne s'y attaque pas vraiment dans les 3 départements algériens. C'est-à-dire que la question de la mort, c'est une question qui est laissée à la charge des communautés religieuses. Même en métropole, la laïcisation funéraire, elle a des limites en fait. Il y a eu par exemple chez les libres penseurs, c'est l'historienne Jacqueline Langouette, c'est dans ses travaux sur la libre pensée, qui montre qu'ils ont essayé de mettre en place des rituels non religieux liés à la mort.
mais que bon, ça ne pouvait pas faire concurrence en fait aux rituels funéraires organisés par les grandes religions. Parce que ça touche à l'intime, ça touche à la mort, et que même en métropole, il y a encore des traces de religieux dans les cimetières. En Algérie, on n'a pas touché à cette question. Donc, après avoir vérifié à plusieurs reprises, la loi de 1881, elle ne s'est pas appliquée, alors même que c'était 3 départements français. Le décret Crémieux est adopté en 1870 et il accorde la naturalisation collective de tous les juifs d'Algérie, alors même que ces juifs d'Algérie étaient soumis en fait auparavant à un statut personnel de droit hébraïque. Donc c'est une assimilation à la communauté nationale qui passe par le fait d'être régi par le Code civil sur toutes les questions de succession, les questions de mariage, etc. etc. La question du décret Crémieux, il faut l'appréhender dans la durée, et y compris d'ailleurs jusqu'à son abrogation par le régime de Vichy. C'est perçu comme étant une inégalité fondamentale, puisqu'il ne faut pas oublier que les Juifs avaient un statut d'indigène avant le décret Crémieux, et que le fait qu'il y ait cette naturalisation collective des Juifs d'Algérie, c'est en grande partie perçu comme étant une injustice de la part des musulmans, parce qu'on accorde la citoyenneté à une population qui avait un statut d'indigène, ce qui n'est pas le cas de la population musulmane, sauf quelques exceptions, mais durant toute la durée, il faut bien comprendre que le statut des musulmans par rapport aux juifs, après l'adoption du décret Crémieux, ils étaient simplement sujets français. Ça signifie qu'ils étaient maintenus dans le statut personnel de droit musulman, mais qu'ils étaient privés de citoyenneté, de droit politique. Alors, au compte-gouttes, un certain nombre d'individus ont été soumis en fait à une procédure de naturalisation, mais il fallait renoncer à être régi par le statut du droit musulman. Il y a un peu plus de, si mes souvenirs sont bons, de 6000 individus qui étaient soumis à une enquête de moralité. L'abandon du statut personnel de droit musulman n'était pas le seul critère, c'est-à-dire qu'il fallait prouver dans les faits qu'on vivait à l'européenne, à la française, et qu'on était de ce fait digne d'être admis dans la communauté des nationaux. Donc ça concernait très très peu de personnes. Sur toute la période coloniale, cette situation a trouvé finalement un dénouement à travers l'adoption du statut de l'Algérie en 1947, qui accorde la citoyenneté, alors la citoyenneté dans un cadre très particulier, puisque c'est le moment où on crée une assemblée algérienne à la suite de l'adoption de ce statut. Les Algériens musulmans deviennent électeurs citoyens, mais dans des proportions qui ne correspondent pas en fait à l'importance démographique de la population, puisqu'ils élisent simplement la moitié en fait des députés de l'Assemblée algérienne, alors qu'ils sont très largement majoritaires. Ce mouvement de laïcisation, il n'aurait pas pu en quelque sorte être accepté et donner lieu à un consentement, malgré les tensions et les résistances, sans ce profond mouvement de déchristianisation de la France qui s'amorce bien avant la Révolution française et qui est même un moteur en quelque sorte à l'origine de ce moment singulier que constitue cette histoire de la Révolution. Cette laïcité, bien sûr, elle touche les services publics. Les services publics, on a pu parler de l'importance de la laïcisation d'état civil, de l'importance de la laïcisation de la charité. La Troisième République consacre ce mouvement, en s'attaquant à l'école, bien sûr, nous le savons tous, les lois Ferry des années 80, en particulier la loi du 28 mars 1882, qui laïcise les programmes scolaires, mais également, ne l'oublions pas, la loi de 1886, du 30 octobre 1886, qui contribue à la laïcisation du personnel enseignant. Donc on est dans un moment où la République s'incarne en quelque sorte dans ses institutions communales, dans ses services publics, et c'est aussi un moment où les libertés individuelles deviennent davantage des libertés collectives, avec la reconnaissance le 31 juillet 1901 de l'existence légale des associations, que l'on va reconnaître sous le terme de celui qui va les incarner, les lois Waldeck-Rousseau. C'est également un moment de tension
renforcée entre les églises et surtout l'église catholique et la République, puisque la République veut renforcer son autorité, son magistère sur les enseignements, on l'a dit avec les lois Ferry, mais également avec l'interdiction de toute forme d'enseignement aux congrégations religieuses, et c'est la loi du 7 juillet 1904. J'ai vu des femmes qui en 1848 avaient protesté, manifesté contre les couvents, mais qui en 1902, 1904, jusqu'en 1905, soutiennent à fond l'Église, les congrégations, parce que les bonnes sœurs gardaient les enfants. Et les ouvrières, il y a eu un mouvement d'ouvrières pour soutenir les catholiques et contre justement la suppression des congrégations qui étaient prévues par la loi. Et donc, vous voyez, donc la laïcité, oui, il y avait quelques mouvements d'organisation chez les institutrices et instituteurs, mais c'est plutôt, pour ce que j'ai étudié moi, c'est plutôt les mouvements contraires et qui m'ont surprise parce que on passe d'ouvrières qui protestaient contre l'Église catholique et les couvents qui leur faisaient concurrence en 1848 à des ouvrières, les mêmes, enfin pas les mêmes, mais la même catégorie d'ouvrières du textile qui sont pour les bonnes sœurs parce qu'elles gardent leurs enfants à toute heure. Elles leur permettent de travailler. Que jusqu'à la Troisième République, c'était les filles qui étaient élevées sur les genoux de l'Église. Donc les laïcs défendaient l'éducation des filles. Mais ils ne défendaient pas l'éducation des filles pour que les filles soient citoyennes à part entière. Ils défendaient l'éducation des filles pour les enlever de l'influence de l'Église. C'est une citoyenneté pour être la compagne de leur mari comme mère de futurs citoyens. Et donc, c'est ce rôle-là des femmes qui les cantonnait dans une citoyenneté secondaire, on va dire, parce que justement, elles n'avaient pas les droits de la citoyenneté qui étaient donc l'élection, le vote, et le suffrage et l'éligibilité. Donc elles n'avaient pas de possibilité d'être représentées. C'est ce que Florence Rochefort appelle les failles égalitaires de la Troisième République. Ces failles égalitaires, c'est autour de ces notions-là de citoyenneté, de laïcité et de place des femmes dans la citoyenneté. Quand les héritiers étaient contents, aux fossoyeurs, aux croque-morts, aux curés, aux chevaux, même ils payaient un verre, elles sont révolues, elles ont fait leur temps, les belles pompes funèbres, on ne les reverra plus. La Troisième République, c'est aussi un moment de renforcement, on l'a dit, des libertés municipales, mais qui passe aussi par la création de monopoles communaux, de monopoles que vont exercer les communes pour, en quelque sorte, renforcer le maillage administratif républicain. Et ces monopoles, c'est notamment le monopole des pompes funèbres. Monopole des pompes funèbres, c'est la loi de décembre 1904, qui est importante parce que la mort devient une affaire publique. La mort devient une affaire publique, ce ne sont plus les conseils de fabrique catholiques ou les consistoires protestants qui vont en quelque sorte avoir à gérer la mort. Et c'est l'autorité qui se veut impartiale, qui doit être impartiale, du service public communal qui doit prendre en charge l'inhumation et l'enterrement, et même les cérémonies religieuses qui sont elles-mêmes en grande partie laïcisées. Donc, moment bien sûr de sécularisation, de laïcisation de la société, rendu possible par cette reconnaissance accordée au pouvoir municipal, un pouvoir municipal élu bien sûr uniquement par l'électeur masculin. On est dans un régime qui prive bien sûr les femmes du droit de vote, mais qui incontestablement va contribuer à renforcer les institutions républicaines. Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État. Journal officiel du 11 décembre 1905. Titre 1er. Principe. Article 1er. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Article 2. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte.
En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimés des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites au dit budget les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. Les établissements publics du culte sont supprimés sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3. Dans la loi de 1905, elle a failli se cracher tout de suite après son vote. Parce que c'est une loi de rupture avec une tradition qui était une tradition de lien spirituel et organique presque avec l'Église catholique. Spirituel parce que la France était un État catholique, enfin se réclamait du catholicisme. Elle s'était construite dans une certaine indépendance organisationnelle avec le Vatican, mais le lien spirituel était toujours affirmé. Et il avait été renforcé par le Concordat signé par Napoléon quand la gestion, j'allais dire, des catholiques français c'était un juriste qui disait ça, délégué à une puissance étrangère qui était le Vatican. Et la loi de 1905 est une loi d'abord de souveraineté. Le Parlement rompt un traité avec le Vatican, sans négociation. Il faut rappeler que les relations diplomatiques étaient à l'époque rompues. Elles avaient été rompues parce que le président Loubet, président de la République, était invité à se rendre visiter Rome à l'invitation du roi d'Italie en 1904, et le pape avait interdit aux souverains catholiques d'Europe de se rendre à Rome parce qu'il ne reconnaissait pas l'autorité du royaume d'Italie sur le territoire de Rome. Le président Loubet se rend quand même à Rome, et à la suite de cette visite, le pape envoie une lettre d'admonestation de Loubet, rappelant qu'en tant que catholique, il lui doit obéissance, que la France a des liens spéciaux avec le Vatican, et cette lettre aux autres souverains d'Europe est fuitée par le prince de Monaco auprès de Jean Jaurès, qui la publie dans l'Humanité. Et depuis presque 2 ans, une commission parlementaire, dont le rapporteur était Aristide Briand, travaillait sur une loi de séparation, mais comme beaucoup de travaux parlementaires, ils auraient pu rester dans un tiroir, celui-là aussi. Et cette rupture des relations avec le Vatican, la colère qui s'exprime dans le peuple français à la suite de cette intrusion, en fait, de cette volonté du pape d'affirmer son autorité sur le président de la République, lance, je dirais, la ratification de la loi préparée par Briand, qui va donc séparer les églises de l'État. Ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre de cette commission parlementaire, où il y a 33 membres, 17 pour la séparation et 16 contre, Briand négocie avec la minorité influencée par l'Église, de telle façon que, même si elle vote contre, je dirais, la séparation, elle n'est pas en désaccord avec les principes qui vont s'appliquer dans la loi, et qui donnent une autonomie d'organisation aux associations cultuelles qui vont prendre en charge, notamment les églises qui appartenaient à l'État et qui deviendraient donc gérées propriété des associations cultuelles. Cette séparation effective des églises et de l'État, donc, qui est donc attachée à cette loi du 9 décembre 1905, elle met fin bien sûr au régime concordataire. Elle dissocie la religion du pouvoir civil en abolissant le statut public des églises et le régime dit des cultes reconnus. Cette Troisième République, rappelons-le, elle ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne plus aucun culte. Le budget des cultes est supprimé. Le service des cultes l'est aussi. Le chef d'État ne nomme plus les évêques. Et donc tous les derniers privilèges dont pouvaient encore bénéficier les religions sont abolis. Donc vraiment, cette loi, elle est en quelque sorte une rupture qui consacre et garantit surtout, sans entrave, la liberté de conscience et la liberté de culte. C'est donc un moment fondateur de la République. Toute la loi de 1905 est organisée autour de principes fondamentaux. Ces principes
sont protégés par des dispositions pénales. Alors quels sont ces principes fondamentaux? Briand a voulu que la loi de séparation, qui est l'article 2, qui précise la séparation, soit précédée d'un article de principe qui dit la chose suivante: la République assure la liberté de conscience, point. Elle garantit le libre exercice des cultes, sous réserve de dispositions d'ordre public énoncées ci-dessous. La République assure la liberté de conscience, il n'y a pas de réserve d'ordre public. C'est une liberté absolue. Et il y a très peu de droits en droit français qui sont des droits protégés comme absolus. C'est le cas de la liberté de conscience. Qu'est-ce que veut dire le libre exercice des cultes? Le libre exercice des cultes, quand on demande aux gens ça veut dire quoi, ils croient que ça veut dire pouvoir aller à l'église, au temple, à la synagogue ou à la mosquée. C'est pas ça que ça veut dire. Le libre exercice des cultes s'oppose, je dirais, du point de vue de l'effet visuel, à la liberté de conscience. La liberté de conscience, c'est le fort intérieur. C'est ce que vous pensez dans votre conscience, que ça ne se voit pas. C'est en vous. Dès que vous manifestez extérieurement une foi, si vous sortez dans la rue avec une croix, avec une kippa, avec un voile, vous manifestez votre foi, vous exercez votre culte. C'est ça que ça veut dire. Alors, vous pouvez montrer que vous exercez votre culte dans une manifestation collective, mais aussi à titre individuel. Et ce qui est intéressant, c'est que cet article sur l'exercice des cultes est complété par un article 31 qui dit « Toute personne qui ferait pression sur autrui pour le contraindre à exercer un culte ou l'en empêcher est passible d'une peine d'amende ou de prison. » Toutes les libertés garanties par la loi de 1905 sont protégées par des dispositions pénales, selon une logique qui explique très bien M. Grunbaum-Balin, qui est un conseiller d'État qui travaille avec Briand sur le texte. Il dit la chose suivante: quand vous proclamez le droit de propriété, si vous ne prévoyez pas des dispositions pénales en cas de violation du droit de propriété, votre droit de propriété est pipeau. Bon. C'est pareil pour le libre exercice des cultes, la liberté de conscience ou la séparation. Il faut des dispositions pénales pour les protéger. Donc si on fait pression sur quelqu'un, ça atteint à sa liberté de conscience, au libre exercice, c'est passible d'amende ou de prison. Et c'est pareil si l'ecclésiastique s'attaque à des instituteurs, à des manuels scolaires, il viole la séparation, et là, il est passible d'amende ou de prison. Et donc, quand on me demande c'est quoi le premier principe de laïcité, c'est le droit de croire, de ne pas croire, de manifester sa foi si la loi le permet, sans pression. Si quelqu'un exerce une pression sur vous, cette personne peut aller en prison. Et si vous exercez une pression sur quelqu'un, vous pouvez aller en prison. Article 4. Dans le délai d'1 an, à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale, transférés par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui se seront légalement formées pour l'exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions des dits établissements. Au moment des débats, il y a cet article 4 qui définit le rôle des associations cultuelles et voté par la droite catholique, qui vote contre la loi, mais qui dit finalement, cette loi nous convient, de facto. Donc ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que le pape n'accepte pas la loi et appelle l'ensemble des catholiques de France à s'y opposer. Alors ça se traduit déjà dans ce qu'on appelle la crise des inventaires. Le village était encerclé par la gendarmerie. Une compagnie d'infanterie était venue pour aider ceux qui venaient faire l'inventaire. Comment ça s'est su, je n'en sais rien. Il y en a une qui l'a su. Sonneuse de cloche. Oui, elle était sonneuse, parce qu'on sonnait les cloches. Oui, parce que l'armée a dû venir par leur attentou. Alors, comme ils allaient travailler à l'usine, alors ils se les réveillent. Ils ont vu toute la troupe qui venait, ils ont regardé où elle allait vers l'église.
Alors elle a trouvé le moyen de passer, comme ça, je sais pas, elle a filé comme ça dans la troupe, quoi. Ils n'ont pas prêté attention. Elle a rentré à l'église, puis elle a été sonner des cloches, enrôlées. Alors tout le monde a été sur pied, tout le monde en sorti. Alors on ne pouvait pas passer puisqu'il y avait la troupe qui était là. Alors ils ont fait l'inventaire de l'église et puis après ils sont repartis. Ils ont mis à la porte monsieur le curé du presbytère. Ils ont mis son lit devant la porte et puis il est parti. Puis c'était tout. Puisqu'il faut transférer des propriétés, il faut faire l'inventaire de ce qu'il y a dans la propriété, donc les candélabres, enfin, tout ce qu'il y a dans les églises. Et à cette occasion, il y a des affrontements qui entraînent 2 morts, la chute du gouvernement et l'entrée au gouvernement ensemble de 2 personnes dont on verra par la suite de l'histoire de France qu'ils s'opposent énormément, mais là, ils vont travailler ensemble. Clémenceau, Georges Clémenceau, d'abord ministre de l'Intérieur et très vite, en fin 1906, président du Conseil, et toujours ministre de l'Intérieur, et Aristide Briand. Ça a eu beaucoup de répercussions l'inventaire ici? Non, on a protesté, mais enfin, ça s'est passé calmement, il n'y a pas eu de protestation violente, je dirais. On n'a pas cassé les serrures, ça s'est fait à l'amiable quand même, oui. Comme la plupart des temps d'ailleurs, toutes ces cérémonies, tous ces inventaires, toutes ces, disons, l'application de ces lois qui étaient, on appelait les lois scélérates à l'époque, mais ça s'est passé très calmement. C'était moins scélérat qu'on ne le disait. Au fond, ils nous ont bien rendu service, l'État, de s'emparer des églises, parce que s'il fallait que nous les réparions tout seuls, les paroisses n'y arriveront pas. Quand j'entends parler de la Belle Époque, ça me fait dresser les cheveux sur la tête. Parce que la Belle Époque, en 1900, c'était la misère pour le peuple, et c'était la Belle Époque pour un noyau. Voilà. Mais nous, on ne faisait pas partie de ce noyau. Voilà. La loi de 1905, on la limite souvent à l'espace métropolitain, précisément parce qu'elle a opposé essentiellement l'Église catholique, dans la mesure où elle s'est montrée en fait opposée à cette loi, puisqu'elle remettait en cause un certain nombre de ses prérogatives et surtout elle l'a privée d'un financement. Les oppositions furent parfois violentes en métropole, et c'est vrai qu'en déplaçant le regard vers les colonies, on se rend compte que c'est une toute autre histoire qui s'écrit à ce moment-là. Alors, ce qui est important de noter, c'est que durant la délibération parlementaire, la question de l'empire colonial a occupé finalement une place assez mineure. On la retrouve à la fois dans les débats à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais comme on travaille la loi article par article, c'est à la fin des débats qu'on évoque la question de l'empire, puisque c'est dans l'avant-dernier article de la loi, l'article 43, donc c'est quelques semaines, quelques mois avant l'adoption de la loi. Cet article a été assez vite adopté. Il dit la chose suivante: la loi de 1905 s'appliquera à l'Algérie et aux colonies. Donc l'Algérie a un statut à part depuis 1848, puisqu'elle est constituée de 3 départements français, et les colonies, ce sont celles qui sont régies par le ministère des colonies, créé en 1894. Cette proclamation, elle se fait essentiellement pour éviter un conflit politique au sein de l'ancêtre parlementaire. C'est-à-dire qu'on promet l'application de la loi, mais on la promet par décret. Alors, le Parlement se retrouve dessaisi en fait de l'écriture du droit qui va s'appliquer aux 4 coins de l'Empire. À partir du moment où on réserve cette application par décret, la question va être débattue essentiellement dans les ministères et au Conseil d'État. Le Conseil d'État joue un rôle primordial dans l'écriture du droit de la laïcité pour l'Empire. Il y a une commission qui se crée au sein du ministère des colonies, qui est la commission présidée par un juriste connu, très connu, reconnu à l'époque, qui était conseiller d'État, qui s'appelle Paul Dissler, préside une commission qui est essentiellement composée de conseillers d'État. Et cette commission, elle va avoir la lourde tâche de définir quel territoire colonial se verra appliquer la loi à partir du lendemain de sa promulgation en 1905. Alors la commission se réunit pendant un certain temps et elle propose en fait au ministre des colonies finalement une application extrêmement réduite de la loi, contrairement à la promesse qui était faite dans cet article 43 où il est mentionné que la loi va s'appliquer à tout l'Empire. Cette commission fait un certain nombre de propositions qui débouchent sur une application qui se limite à la Martinique, la Guadeloupe, l'île de la Réunion et Madagascar. Donc des territoires qui étaient, au moins pour les 3 premiers, concernés par le Concordat. Pour Madagascar, c'est un cas beaucoup plus complexe,
on promulgue la loi en 1913 seulement, le décret est promulgué en 1913, dans un but assez précis, c'est pour pacifier un certain nombre de controverses et de querelles religieuses qui mêlent notamment des protestants. Et le décret finalement ne reçoit finalement qu'une application assez limitée. Alors, l'Algérie occupe un statut à part, puisque ça n'est pas le même statut. L'Algérie a un statut départemental, donc ne dépend pas du ministère des colonies, mais du ministère de l'Intérieur. Donc c'est au sein du ministère de l'Intérieur et à travers des échanges avec le Conseil d'État que le décret algérien est élaboré. Et ce décret algérien est promulgué le 27 septembre 1907. Ce qu'il est important de noter, c'est que c'est le premier territoire qui se voit appliquer la loi à travers tout l'Empire. Et de ce fait, le décret sert de modèle d'écriture pour les quelques territoires qui vont être par la suite concernés par la loi. Donc pour les Antilles, c'est 1911, pour la Réunion au même moment, 1911, et pour Madagascar en 1913. Le décret algérien, il est particulier, il est unique en son genre, puisque contrairement à tous les autres territoires coloniaux, l'Algérie va concentrer un certain nombre d'exceptions, et c'est le seul territoire. Il en concentre, ce décret, deux principales exceptions. La première, c'est que le gouverneur général, c'est-à-dire celui qui est à la tête de la colonie, une espèce de super-préfet, ce gouverneur général va conserver, malgré l'application de la loi, des pouvoirs importants en matière cultuelle. Il va avoir la possibilité de sélectionner des ministres du culte qui vont continuer à percevoir des indemnités temporaires de fonction. Voilà. Cette exception, elle est prévue pour une période de 10 ans. Elle s'applique à tous les cultes. Le culte catholique, le culte protestant, le culte juif, ainsi que le culte musulman. L'exception est prévue pour 10 ans, elle est sans cesse renouvelée, et c'est le régime de Vichy qui l'adopte définitivement et qui s'applique, cette exception, jusqu'à l'indépendance. Donc, un premier commentaire à faire, c'est que cette exception, à la Libération, il y a une sélection du droit qui est produit par le régime de Vichy, et il s'avère que cette exception elle n'est absolument pas remise en cause. Ça arrange tout le monde que l'État, à travers le gouvernement général de l'Algérie, conserve une certaine mainmise sur les cultes, et particulièrement le principal d'entre eux, le culte musulman. Donc l'Algérie occupe finalement une position très particulière au sein de l'Empire. Elle est le premier territoire à recevoir la loi. Elle est le seul territoire à majorité musulmane à se voir appliquer la loi, et par conséquent, elle est aussi le territoire où l'écart entre le droit laïque tel qu'il est appliqué en métropole et les pratiques administratives, la façon dont le droit est appliqué en Algérie, celui où l'écart est le plus grand. C'est-à-dire, en gros, la laïcité telle qu'on la conçoit en métropole, c'est-à-dire l'absence quasi totale de financement, eh bien, cette particularité-là, elle ne se retrouve absolument pas en Algérie. La loi de 1905. D'abord, c'est une loi qui est préparée pendant 2 ans, avec une commission parlementaire qui fait un tel travail, et le Parlement ensuite un tel travail, que la version votée par la Chambre des députés est approuvée telle quelle par le Sénat. Alors déjà, c'est rare aujourd'hui, mais à l'époque, c'est quasiment inédit. Et la deuxième chose qui est tout à fait exceptionnelle, c'est que cette loi dont le rapporteur était Aristide Briand va se trouver appliquée par Aristide Briand lui-même pendant 5 ans. Il va être pendant 5 ans ministre des cultes, d'abord ministre de l'instruction publique et des cultes, puis garde des Sceaux, ministre de la Justice et des cultes, puis il remplace Clémenceau à la présidence du Conseil et donc devient président du Conseil, ministre de l'Intérieur, ministre des cultes. Il garde des cultes, c'est-à-dire l'application de la loi de 1905. Ce qui est intéressant, si vous voulez, par rapport à tous les débats sur le sens de la loi, etc., c'est que le sens de la loi, c'est Briand qui va le réaliser avec Clémenceau, puisqu'ils font face à une crise terrible, et ça c'est le troisième élément exceptionnel. Le pape, chef spirituel de 95% des Français, appelle à rejeter la loi. Alors après la crise des inventaires, le pape rejette ces associations cultuelles qui avaient pourtant été négociées avec l'Église catholique française. Et la conséquence de cela, c'est que les messes deviennent des réunions publiques classiques, pas protégées par la loi de 1905. Et à ce moment-là, les réunions publiques, il fallait une autorisation. Il fallait faire une déclaration
et avoir une autorisation. Alors, les curés reçoivent des amendes par milliers pour ne pas avoir demandé l'autorisation des messes. Et on est au bord d'une crise massive, avec l'ensemble du peuple catholique qui va à la messe. Clémenceau et Briand envisagent à un moment d'entamer des procédures de déchéance de la nationalité des évêques qui obéissent au Vatican. Mais, sur le conseil de l'archevêché d'Albi, ils décident de contourner le pape. Ça veut dire, on va pas emmerder la masse des catholiques, on va faire en sorte qu'ils puissent prier, vivre leur foi en paix avec leur curé, mais on va s'attaquer aux fouteurs de troubles, et qu'à eux. Et donc, en 1907, la loi sur les réunions est modifiée, et c'est à cette bataille avec le pape qu'on doit la liberté absolue de réunion, sans autorisation, sans déclaration, comme ça les messes peuvent avoir lieu. Et les églises sont affectées temporairement au curé, et on prévoit en 1907 que les associations religieuses peuvent se constituer aussi selon la loi 1901 qui a été, avant 1905, la grande loi sur les associations. Donc ça dégonfle, je dirais, le conflit sur l'exercice des messes, et le pape ne s'avoue pas vaincu et attend une nouvelle occasion d'affrontement, et il la trouve dans une nouvelle guerre sur les manuels scolaires. Et il mobilise l'ensemble des évêques de France pour dire aux catholiques français, surveiller l'école publique, vérifier que les manuels correspondent, sont acceptables. Et ça se traduit concrètement sur le terrain par des menaces que les curés, des évêques, même les cardinaux, font aux enfants. Alors il y a deux lettres, il y en a une en 1908 et une grande lettre aux évêques de France en 1909, des menaces alors les enfants sont menacés d'être privés de première communion s'ils étudient l'histoire de France dans certains manuels, notamment celui de Hollard, qui est un grand historien de la Révolution française, et les parents sont menacés d'être privés de confession et de sacrement s'ils laissent leurs enfants étudier dans ces livres. Et là va s'appliquer des dispositions pénales de la loi de 1905 qui sont très peu connues aujourd'hui et qui pourtant méritent de l'être car ils donnent un cadre fondamental à la loi de 1905. En ce qui concerne les infractions commises par ces autorités ecclésiastiques, c'est l'article 35 de la loi de 1905 qui dit que si dans un lieu de culte, quelqu'un se met à provoquer la non-exécution des lois, inciter à la non-exécution des lois, ou inciter des citoyens à se soulever contre d'autres citoyens, ou à les agresser, etc. Ces personnes, parlant au nom d'un culte, sont passibles de peine d'amende et de prison. La loi de 1905 autorise la création d'associations religieuses qui peuvent avoir une vocation d'enseignement. C'est la réforme de la loi du 2 janvier 1907. La loi de 1905 s'appuie sur une autre loi qui est la loi du 1er juillet 1901 sur les associations. On peut créer une association qui n'a pas strictement un objet cultuel et qui peut avoir une vocation culturelle d'enseignement. L'apparition de ces associations qui donnaient des cours d'arabe, par exemple, ou des cours de religion, mais surtout d'enseignement de l'arabe, elles interviennent beaucoup plus tard. Elles interviennent notamment grâce à l'apparition d'un acteur religieux qui est fondamental dans l'histoire de l'Algérie, qui est celui de l'Association des oulémas d'Algérie, qui est créée en 1931, peu de temps après la célébration du centenaire de la conquête. Et cette association multiplie les lieux d'enseignement aux quatre coins du territoire parce qu'elle considère que le fait que l'État s'occupe des questions religieuses musulmanes, les sujets français musulmans d'Algérie se retrouvent dépossédés de leur culture, de leur langue, et que de ce fait, il est nécessaire de créer des associations, une organisation qui est concurrente de celle dont l'État prend la charge depuis, en gros, le milieu du 19e siècle. Donc il y a des structures d'enseignement qui sont surveillées durant toute la période
parce qu'on les considère être des bastions d'opposition à la présence française en Algérie. Alors, c'est surtout après les années 30, mais elles sont très surveillées, ces structures d'enseignement. Donc c'est ce qu'on appelle en fait des associations réformistes, parce que l'association se réclame d'un courant réformiste religieux qui s'est développé un peu partout dans le monde musulman. L'opposition et les luttes contre l'Église catholique et l'ensemble des structures catholiques n'ont pas nécessairement pris la même forme en Algérie qu'en métropole. C'est documenté par un certain nombre de travaux. La séparation vis-à-vis du catholicisme, mais y compris des autres cultes concordataires, s'est faite de façon plutôt apaisée en Algérie. La seule question qui se pose par rapport aux relations qui pouvaient exister entre l'administration, l'État colonial, le culte catholique et les cultes concordataires et le culte musulman, c'est que l'Église catholique s'attendait à un régime beaucoup plus souple qu'en métropole. Et c'est sans doute la raison pour laquelle la situation ne peut pas vraiment être comparée aux inventaires tels qu'ils se sont déroulés, par exemple, en métropole. L'Église catholique d'Algérie était considérée comme étant un acteur qui participait au processus de colonisation. Et de ce fait, un certain nombre d'aménagements ont été réalisés, notamment d'un point de vue juridique, pour que l'Église catholique maintienne un certain nombre de ses prérogatives, de son influence, de ses pouvoirs en Algérie durant cette période. L'aménagement de la loi 1905, il n'a pas été fait uniquement parce que le culte majoritaire était l'islam. Il a été fait aussi parce que l'Église catholique avait un poids très important et un pouvoir d'assimilation des étrangers européens, que ce soit des Espagnols, des Italiens, des Maltais. Durant les débats à l'origine de la loi de 1905, et quelques années après, il y a une pression de l'Église catholique qui est exercée vis-à-vis de l'administration et vis-à-vis du pouvoir métropolitain pour montrer qu'un certain régime des cultes doit finalement être créé pour permettre un rôle colonial à l'Église catholique. Ça passait notamment par la création d'indemnités temporaires pour tous les ministres du culte, pas uniquement pour le culte musulman. L'Église catholique, avec le culte musulman, ont été les principaux bénéficiaires de cette exception qui n'existe nulle part ailleurs, à la fois en métropole et quel que soit le territoire de l'Empire. C'est-à-dire qu'après 1905, une fois que la loi a été appliquée en Algérie, il y a un financement des cultes qui a perduré et jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Et le culte catholique en a été le principal bénéficiaire. Alors, ce qui est très intéressant, c'est en consultant notamment les archives des loges maçonniques du Grand Orient de France, la franc-maçonnerie a essaimé un tout petit peu partout dans l'Empire colonial. Si on prend uniquement le territoire de l'Algérie, les francs-maçons en fait se rencontraient régulièrement avec d'autres loges, d'autres territoires, notamment d'Afrique du Nord. Il y a des congrès interobédentiels entre le début du XXe... Enfin, moi j'ai consulté principalement les archives de la première moitié du XXe siècle. Ils se retrouvent, ils discutent de colonisation, ils échangent au sujet d'abus éventuels qu'on a pu observer vis-à-vis des populations colonisées, etc. Et sur la question de la laïcité, ce qui est très intéressant à noter, c'est que les attaques contre l'État colonial, les attaques en fait sont justifiées presque exclusivement par le fait que l'Église catholique bénéficie de ce financement. Il n'y a pas vraiment d'attaque parce qu'on considère que l'islam, il est presque normal que l'État l'administre puisque c'est la religion décolonisée. Et qu'en 1830, l'État a fait la promesse qu'il allait prendre en charge l'entretien, le financement du culte musulman. Ce qui semble, pour les francs-maçons, anormal à l'époque, c'est que l'Église catholique en bénéficie. Aux penseurs, à tous les précurseurs, aux ouvriers de la tâche immortelle, aux penseurs, à tous les précurseurs, à Jean Massé, des hymnes et des fleurs. Ils ont lutté pour l'humanité, pour l'avenir d'une cité fraternelle. Ils ont lutté pour l'humanité, pour l'avenir et pour la liberté. Aux penseurs, etc., etc. Voilà ce que nous avions appris, c'est quelque chose qui a marqué ça aussi. La laïcité n'est pas anti-religieuse. La laïcité, c'est le droit de croire, mais aussi de ne pas croire. Et si vous avez été élevé dans la religion, que vous vous mettez à douter, vous vous dites, je voudrais un peu m'éloigner. Vous devez vous sentir à l'aise dans une autre maison que celle dans laquelle vous avez été éduqué, qui est celui de votre foi.
Et cette maison, pour la France, pour les Français, c'est la République, c'est-à-dire c'est l'histoire de la République. Or, qu'est-ce qu'on a fait avec les enfants de l'immigration coloniale quand on a su quand ils allaient à l'école? Quand ils ont commencé à aller à l'école, on a commencé par leur faire des cours de langue d'origine pour préparer éventuellement leur retour. Et puis quand il était devenu très clair qu'ils allaient rester, on a créé l'enseignement du fait religieux. Au lieu de renforcer, voire de créer l'enseignement du fait colonial et de l'histoire de l'esclavage puis de l'abolition, de la colonisation puis de la décolonisation, c'est-à-dire une histoire de progrès. Eh bien, on a tout emmêlé, parce qu'en réalité, et ça c'est très clair en 1905, le domaine de religieux et compris de religieux, c'est les familles, le catéchisme, etc. L'école enseigne la connaissance. Si on se dit, oh oui, on va enseigner le fait religieux, non. Pour les familles, on se mêle de religion. Et alors pourquoi voudriez-vous après que les familles ne se mêlent pas de l'enseignement de l'histoire, des sciences, puisqu'ils ont le sentiment que l'école se mêle de quelque chose qu'il semble leur appartenir. Donc moi je pense que pour toutes ces raisons, il ne faut pas faire l'histoire du fait religieux, il faut faire l'histoire de la laïcité qui va amener à parler de la religion. Parce que la laïcité, elle est née, le chevalier de la barre, ça décroche, je dirais, la régulation, le blasphème et la régulation de la religion. Après, vous avez quelque chose qui est très important pour les enfants, qu'on n'enseigne pas toujours, c'est le fait que le mariage civil précède le mariage religieux. Il faut leur enseigner ça très tôt. Ils ne le savent pas souvent en sortant de l'école. Et ça s'apprend au moment où on fait la Révolution française. C'est-à-dire qu'on fait l'état civil pour rendre l'égalité de traitement aux protestants, notamment, qui n'étaient pas traités également du point de vue de la reconnaissance de leur mariage. Donc tout ça, vous voyez, c'est ça qu'il faut faire. Il faut parler du fait religieux à travers l'histoire de la laïcité. Et c'est ça que je proposerais de faire. J'ai lu des livres qui étaient même condamnés. Vous voyez? Et je ne le savais pas. Des livres condamnés par qui? Par l'Église. Che mi ascolta? Io che mi dico che lo tomo solo una zale messa. Che andasse alle riunioni. I miei amministratori sono una zale messa. Giovane, va alle messe o giovane?